Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas trouvé d'endroit bruyant pour faire notre point Ukraine. Édouard, et toi comme moi, nous sommes perdus dans les chaleurs abominables de l'été. Mais il était important qu'on se parle d'Ukraine aujourd'hui puisque il se passe des événements en Ukraine. Est-ce que tu peux nous faire un point de situation sur l'offensive, la contre-offensive ukrainienne, qu'on sache où elle en est, puisqu'on ne parle que de ça. Oui, alors c'est important, d'abord parce que tout le monde parlait de cette contre-offensive ukrainienne et puis elle ne venait pas, à tel point que on se demandait si elle aurait lieu. On pensait qu'elle aurait lieu plus tard dans l'été, puis finalement elle a été déclenchée. Le calendrier, c'est sans aucun doute le sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet. Et l'idée était d'afficher des gains territoriaux de l'Ukraine avant ce sommet, puisque Zelensky pousse pour que l'Ukraine soit admise dans l'OTAN. Il n'y a pas de majorité dans l'OTAN sur cette option. Néanmoins, il voulait mettre les meilleures cartes de son côté. Alors, effectivement, il est trop tôt pour dire définitivement ce qui va se passer, mais cette offensive qui a commencé il y a quasiment 2 semaines maintenant, presque 2 semaines, eh bien, pour l'instant, fait du surplace, puisque selon tous les observateurs, il y a régulièrement des tentatives de percée ukrainienne, en particulier sur la partie sud de la ligne de front, en particulier à Zaporogié, et puis Zaporogié, c'est là qu'il y a la fameuse centrale nucléaire qui est régulièrement bombardée par les Ukrainiens, et puis un peu plus au nord, puisque le front fait une courbe à ce moment-là et remonte ensuite vers Donetsk. Donc, il faut imaginer un coude et les Ukrainiens essayent de s'enfoncer dans le creux du coude, si j'ose dire. Or, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et alors, on a beau essayer de regarder même l'Institute for the Study of War, qui est un institut américain très proche des néoconservateurs, n'arrive pas à afficher des succès ukrainiens. On a au contraire une ligne de défense russe qui est visiblement très étanche et selon les estimations, en 15 jours, on aurait eu entre 500 et 800 morts et blessés par jour pour l'armée ukrainienne. Je dis bien morts et blessés, hein, mais pour que ceux qui nous suivent aient une idée, en fait, il y a quelque chose d'assez curieux dans l'armée ukrainienne, c'est que le nombre de morts et le nombre de blessés est à peu près équivalent, alors qu'en général, on a plutôt un rapport de 1 pour 3, mais là, on peut dire qu'il y a environ 300 morts ukrainiens tous les jours et 4 à 500 blessés. Dans cette affaire, concrètement, est-ce que ça signifie que la contre-offensive ukrainienne est définitivement neutralisée ou qu'elle est un échec? Euh, Premièrement, par rapport au plan que les Ukrainiens avaient en tête, et sans doute l'OTAN, c'est un échec, puisque normalement, au bout de 10 jours, et on a largement passé cette date, au bout de 10 jours, ils auraient dû avoir percé au niveau de la première ligne de défense russe. Je rappelle que les Russes, depuis l'automne dernier, ont construit une défense échelonnée avec des fortifications éloignées de 20 à 30 kilomètres les unes des autres. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, l'Ukraine, l'armée ukrainienne, l'armée kievienne, n'a même pas atteint, en fait, la première ligne de défense. Elle est maintenue à distance dans une espèce de zone grise. Alors, il y a eu quelques gains de 3 à 4 kilomètres à certains endroits, mais qui ont été vite reperdus. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée russe, lorsqu'elle recule, c'est pour laisser l'artillerie frapper l'armée ukrainienne qui avance. Et puis dès que l'armée ukrainienne qui avance a été suffisamment affaiblie, les Russes reconquièrent le terrain perdu. Donc on a pour l'instant
quelque chose de très statique. La question, c'est de savoir combien de temps ça va durer, combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir engager des troupes. Alors, certains porte-parole de l'armée ukrainienne nous expliquent que jusqu'ici, ça n'était que des reconnaissances, qu'on va voir ce qu'on va voir, qu'il est très possible qu'il y ait des unités blindées plus fournies qui essayent de mettre le paquet à tel ou tel endroit du front. Malgré tout, jusqu'à maintenant, il y a eu une perte de véhicules blindés selon un ratio de 1 pour 10 entre la Russie et l'Ukraine, donc de fortes pertes de matériel, de forte destruction de matériel du côté ukrainien. Et on sait que les alliés occidentaux ne sont pas très contents, puisque lorsque des chars léopards de fabrication allemande ou des véhicules blindés Bradley de fabrication américaine sont détruits. Ces photos font le tour du monde et ça n'est pas bon pour l'industrie de l'armement de l'OTAN, et en particulier celle des États-Unis. Est-ce que ça signifie que cette guerre est comme la guerre d'Espagne à l'époque, un champ de test, d'expérimentation, d'exploration des armements de part et d'autre? Oui, alors je trouve que c'est une très bonne comparaison. D'abord parce que on voit bien que dans le monde, il y a maintenant deux grandes idéologies qui s'affrontent. D'une part, l'Occident progressiste, woke, qui veut mettre en œuvre le Great Reset, et d'autre part, un monde assez diversifié. Certains diront conservateur, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais qui, disons, veut être maintenant, d'une certaine manière, veut se désoccidentaliser, voire se dédollariser. Donc, effectivement, ce sont ces deux mondes qui ont chacun leur champion, l'Ukraine et la Russie. Donc ça, c'est une première ressemblance avec la guerre d'Espagne. La deuxième ressemblance, elle est très matérielle, elle est très technique, et c'était l'origine de ta question, c'était l'affrontement des matériels militaires. Et on part d'une situation où l'OTAN était très sûre d'elle, les États-Unis étaient sûrs que le matériel occidental allait surclasser le matériel russe, et progressivement, on se rend compte que silencieusement, depuis 20 ans, la Russie de Vladimir Poutine a fait un énorme effort de modernisation de ses armes, et en particulier a pris de l'avance. Il semble actuellement que non seulement les blindés sont supérieurs du côté russe. En tout cas, c'est l'impression que donne l'affrontement entre les chars russes et les léopards. Et d'autre part, on a surtout, là où l'Ukraine a vraiment été un champ d'expérimentation, c'est le test à plusieurs reprises de l'arme hypersonique. On ne savait pas comment elle fonctionnait, quelle était son efficacité, puisqu'on avait juste les déclarations et les vidéos que Vladimir Poutine avait montrées en mars 2018. Et l'épreuve de vérité, qui est tout à fait terrible pour le côté occidental, c'est que les systèmes de défense patriotes fabriqués par les États-Unis, ont été 3 d'entre eux ont été pulvérisés par des missiles Kinjal, qui sont des missiles qui ont une vitesse hypersonique lors de leur impact. Et donc là, très clairement, on a petit à petit une supériorité du matériel russe qui est en train de s'affirmer. Est-ce qu'il faut en déduire que l'Ukraine va être poussée à négocier cet été pour d'une façon ou d'une autre, commencer à mettre fin à cette guerre? Alors, si la raison d'État dominait de part et d'autre, on aurait la raison d'État russe. On peut imaginer qu'il faut un peu plus de gains territoriaux, et en face, on aurait la raison d'État ukrainienne, dont l'objectif serait de commencer la négociation le plus tôt possible. En fait, malheureusement pour l'Ukraine, je dirais, pour la société ukrainienne, le gouvernement ukrainien n'est pas autonome. Il prend ses ordres à Washington. Et à Washington, on a bien une raison d'État, une rationalité, mais qui, elle, a d'autres objectifs. Cet objectif, c'est de faire durer la guerre dans l'espoir, malgré tout, de trouver une faille pour affaiblir la Russie.
Et dans un article que j'ai publié hier soir sur le Courrier, j'ai élaboré les différents scénarios, j'ai explicité les différents scénarios sur lesquels les Américains, avec l'aide des Britanniques, travaillent en ce moment. Et j'ai en particulier mis en valeur l'espoir anglo-américain d'arriver à une frappe décisive sur la Crimée, qui aurait un fort impact symbolique et qui serait un coup dur pour la partie russe. On sait que les Ukrainiens ont déjà atteint le pont de Crimée. Il y a des drones qui régulièrement essayent de toucher la flotte à Sébastopol, mais d'après ce qu'on peut deviner, anticiper, on comprend que les Anglo-Américains, pour les appeler comme ça, essayent de travailler sur un scénario qui fonctionnerait par la saturation des défenses russes et une frappe d'artillerie, voire doublée d'attentats terroristes en Crimée, qui aurait un fort impact et qui ferait apparaître la Russie plus vulnérable qu'elle n'est, ou en tout cas mettrait en valeur une forme de vulnérabilité. Et donc, c'est un scénario possible, il y en a d'autres, hein, mais toujours est-il que les Américains ont encore l'espoir de prouver que la Russie n'est pas si forte que ça et d'ébranler le pouvoir de Vladimir Poutine. Il faut se rappeler qu'il y a en mars prochain une élection présidentielle en Russie. Elle aura lieu Mars le 1er 2024. mars 2024, effectivement. Alors, quand on parle d'élection, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une élection présidentielle américaine en novembre 2024 et que si la contre-offensive ukrainienne s'enlise, comme vraisemblablement elle va le faire, si les Américains ne réussissent pas un coup fumant, par exemple en testant les vulnérabilités russes à tel ou tel point de la ligne de front, comme en Crimée, eh bien, dans ce cas-là, les Américains eux-mêmes vont se retrouver devant le dilemme. Faut-il négocier? Mais la négociation apparaît-elle comme une défaite ou pas? Et c'est vrai que pour Joe Biden, s'il se représentait, pour un autre candidat démocrate, si Biden ne se représente pas, eh bien, on aura un fort impact de la guerre d'Ukraine. Mais il faut bien faire attention au fait que ce qui peut se passer à l'occasion de la préparation de l'élection présidentielle américaine, c'est aussi le retour des néoconservateurs du côté des républicains, puisqu'on comprend bien que le système politique américain est uni pour une chose, c'est essayer d'écarter Donald Trump, Trump étant la seule voix du peuple américain contre la guerre en Ukraine, pensant que tout ce qui est dépensé en faveur de l'Ukraine n'est pas dépensé pour les citoyens américains. Bon, on redit que le phénomène quand même le plus frappant, c'est que les pays les plus affaiblis par les sanctions contre la Russie, ce sont les sanctionneurs, les pays européens, à commencer par les pays européens. Donc on redit que face à la crise économique qui commence et qui risque de se durcir, nous avons développé une chaîne patrimoine qui donne des conseils sur les stratégies patrimoniales pour éviter la crise, ou en tout cas limiter les dégâts de la crise qui s'annonce. Et j'en profite pour dire que dimanche, en plus de cette chaîne YouTube Patrimoine, il y aura une vidéo sur l'état du marché immobilier et la crise immobilière qui éclate désormais en France. La Tribune y a consacré un dossier spécial. Donc, redisons-le, le Courrier ne se contente pas d'analyser la situation, il accompagne ses lecteurs dans des stratégies de sécession et de protection contre les dégâts de la crise. Effectivement, le Courrier n'aime pas le mot patriote, comme les systèmes de défense patriotes américains, mais plus le mot patrimoine. Nous défendons votre patrimoine. À bientôt, et cette fois en in the real life, en côte à côte, en direct, pour un point sur Oui, parce que quand même, le bruit du café, de la rue, nous manque et va manquer à ceux qui nous regardent. Ça fait visiter Paris. À bientôt, Édouard. À bientôt, Eric. Merci.